j'ai une tâche difficile. Si mon collègue brillant juriste devait vous réveiller pendant la sieste, moi, je vais tenter de répondre à une question un peu provocante qui va peut-être vous tenir éveillé. L'école crée-t-elle de la valeur économique? De la valeur sociale, certes. De la valeur sociétale, bien sûr. Mais crée-t-elle de la valeur économique? Alors je vous propose, pour vous tenir en éveil, de scanner rapidement ce QR code sur votre smartphone ou bien éventuellement d'inscrire le lien whooclap/FHLCUK pour d'abord savoir ce que vous en pensez. Je vous propose de scanner le QR code, ceux qui ont un smartphone. Voilà, je vois que ça se fait, parfait. Et en fait, je vais vous poser la question à vous. En fait, je vais vous poser 3 questions. Ça va, vous y êtes? Oui? Vous pouvez me dire oui? Est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'il y en a qui ont encore besoin de scanner ou pas? C'est bon? Je peux y aller? On démarre les choses. Donc, première question, titre de mon exposé, assez simple comme énoncé. L'école crée-t-elle de la valeur économique? Oui ou non? Voilà, je vois déjà 36 personnes qui ont répondu, même plus. Deuxième question. Le secteur non marchand dépend financièrement des ressources générées par le secteur marchand. Vrai ou faux? Troisième et dernière question, et vous allez me dire avec quoi elle vient, mais vous comprendrez. Pour ne pas dépasser le seuil critique de réchauffement de 1,5 degré, je suis sûre que vous avez entendu parler de ce seuil critique. Les scientifiques nous disent que si on dépasse ce seuil critique de 1,5 degré, on risque de faire face à des basculements dans nos écosystèmes qui sont irréversibles. Donc ma question est la suivante. Pour ne pas dépasser le seuil critique du réchauffement d'1,5 degré, on sait qu'il y a un lien très fort avec les émissions de CO2, si on continue la trajectoire actuelle de nos émissions de CO2, le budget qui nous reste, parce qu'on sait qu'il y a un budget carbone qu'on peut dépenser si on ne veut pas basculer vers ce degré, au-delà du 1,5 degré, sera épuisé en 2030, en 2040 ou en 2050. Alors, j'espère qu'au bout de cet exposé, vous aurez certaines réponses à ces questions. Et donc, alors, c'est ici que la manœuvre technique est un peu plus compliquée. Voilà. Hop. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Si on pouvait vous voir le lien, voilà, super. Pour répondre à ces questions, je vais prendre dans ma besace un économiste institutionnaliste qui s'appelle Carlo Polanyi, économiste, spécialiste de l'histoire économique et aussi fin connaisseur de l'anthropologie économique. Carlo Polanyi, du siècle passé, dans un livre emblématique, La Grande Transformation, relie avec nous l'histoire du capitalisme en Europe, avec des concepts très particuliers qui vont me permettre aujourd'hui de répondre à mes questions. Il dit notamment 3 choses. La première chose, il dit l'économie, vous savez, ce n'est pas quelque chose d'autorégulateur, d'automatique. L'économie est une construction politique. Le marché aussi. Le marché autorégulateur n'existe pas, il a besoin d'institutions. Et d'ailleurs, l'économie ne se réduit pas au marché. Troisième idée clé, il attire notre attention
sur les dangers d'une économie qu'il appelle désencastrée. La modernité de son message, vous allez le voir, est surprenante. Alors je vous propose un voyage en 3 étapes. D'abord, je vais vous inviter dans le sillage de Carlo Polanyi à une vision étendue de l'économie. Ensuite, je vais tenter de répondre à la question, le non-marchand produit-il de la valeur? Bien sûr, il produit de la valeur, mais de la valeur économique. Et enfin, repartant du titre de son ouvrage paru en 1956, La grande transformation, je vous expliquais en quoi l'économie a une urgence de relever le défi aujourd'hui de pas la grande transformation, mais la grande